C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu Trump-Iran, 4 jours avant l'escalade. Oui, et si c'était de l'escalade et non l'inverse qui était en cours. On parle négociation depuis 24 heures sur la base des déclarations du président américain, mais tant de signaux pointe actuellement vers un scénario d'aggravation. Alors que Trump laisse espérer une baisse de tension, bascule cette nuit dans une violence quasi inédite. Infrastructure énergétique iranienne frappée, riposte immédiate de Téhéran par salve de missiles vers Israël. Nous serons sur les lieux. Les opérations américaines, non seulement elles ne sont pas suspendues, mais elles se précisent. Des milliers de Marines américains se rendent ce vendredi au Moyen-Orient. Info du Wall Street Journal. Vendredi, jour de l'ultimatum, de la fin de l'ultimatum. Vous saurez tout. Et voilà qui va alimenter un débat. Et si tout cela n'était que manœuvre dilatoire, gagner du temps, reculer pour mieux frapper. 4 jours, pourquoi? Et si rien n'avance à l'issue des 4 jours, que va-t-il se passer? Toujours plus de guerre? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, c'est l'autre information, seraient désormais prêts à s'engager contre l'Iran. Nous vous dirons ce que représenterait une entrée en guerre de ce pays. Quelle base, quels hommes, quels moyens? Quel impact? Nous serons en direct encore une fois de toutes les zones où le conflit s'intensifie avec nos experts, nos reporters sur le terrain. Nous serons à Washington, Téhéran, nous serons en Israël, nous serons à Doha. Mais donc d'abord le brouillard de la guerre plus épais que jamais, certainement Trump-Iran 4 jours avant l'escalade. Écoutez, regardez. Ils souhaitent vraiment conclure un accord. Nous aussi. Nous nous rencontrerons très prochainement. Nous avons prévu une période de 5 jours. Nous verrons comment cela se passe. Et si tout se passe bien, nous parviendrons à régler cette affaire. Sinon, nous continuerons à bombarder de toutes nos forces. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir nos invités sur ce plateau. Ketevan Gorgestani, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste international France 24, vous êtes ancienne correspondante de France 24 à Washington. Bonjour à vous Gwendoline de Bono, ravie de vous retrouver bien évidemment. Également, grand reporter TF1 LCI et colonel Père de Jong, merci également, consultant défense et géopolitique LCI. Dans quelques instants, nous serons rejoints sur ce plateau par Jean-François Colosimo. D'abord, regardez ces images. Alors que Donald Trump laissait espérer une désescalade de la situation, elle a basculé la nuit dernière dans une grande violence. Infrastructure énergétique iranienne frappée, je le disais. Riposte immédiate de Téhéran. LCI vous emmène sur les lieux de la puissante frappe ayant touché Tel Aviv durant la nuit. Un immeuble a été fortement endommagé par cette frappe directe de missiles iraniens. Sur place, Betsabé Salem avec Liat Lerner. Racontez-nous. Oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, des dégâts considérables. Alors, on ne voit plus le cratère au sol puisqu'ils ont rempli de sable cet énorme trou de plusieurs mètres de diamètre causé par cet impact direct. Mais regardez l'immeuble qui a été vraiment transpercé, on peut dire, par l'explosion. Il y a toute une façade qui a été détruite avec des dégâts, vous pouvez le voir, sur plusieurs mètres. Les fenêtres qui ont volé en éclats. Il y a des dommages dans énormément d'appartements. On a pu visiter nous-mêmes des appartements. Vous avez des éclats de verre, des morceaux de bois, des meubles parfois qui ont été projetés. Et pour vous donner une idée de la force de cette explosion qu'on a entendue nous-mêmes avec Liat Lerner alors qu'on était à plus d'1 kilomètre de là ce matin, regardez l'immeuble d'en face. On se trouve facilement à 60 ou 70 mètres. Regardez, là aussi tout s'est effondré sous l'onde de choc. Vous voyez les débris de verre au sol. Il y a énormément de dégâts comme ça dans tout le quartier. Regardez le plafond qui s'est bien déchiré. Encore une fois, sous la force de cet impact, on parle d'une charge explosive d'au moins 100 kilos. Et à nouveau, on peut le voir, un missile iranien qui parvient, peut-être qu'il n'a pas été entièrement intercepté, on ne sait pas, mais qui parvient néanmoins à percer donc la défense israélienne. Heureusement, il n'y a pas de victimes. On parle de 4 blessés légers à cause de l'inhalation de fumée. Merci beaucoup Betsabé Salem depuis Tel Aviv avec Liat Lerner sur place. Ketevan Gorgestani, je vous laisse qualifier ces attaques et la pression que ça exerce sur la population israélienne de la même manière. Oui, mais c'est la façon qu'ont les Iraniens de continuer à mettre la pression, parce qu'il faut se souvenir quand même que la décision de Donald Trump d'étendre, d'allonger son ultimatum, c'était pas sur la guerre en général, c'était pas un mini cessez-le-feu, c'était juste sur son ultimatum de frappe sur les installations énergétiques iraniennes. Donc on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une cessation
cessation totale des hostilités. Et pour les Iraniens, c'est justement le moment où ils doivent montrer qu'ils sont encore forts et qu'ils ont encore de quoi poser des problèmes. Sinon, s'ils arrivent dans une potentielle négociation, si elle a lieu, faible, ça ne va pas aller dans leur sens. Donc j'imagine que le but là, c'est de montrer, avant de potentielles négociations, regardez, vous dites que nous avons été affaiblis, mais nous sommes toujours capables de poser des problèmes. Alors une enquête est en cours. Mais il pourrait s'agir d'une frappe inédite dans sa forme. Selon nos informations, les sources sécuritaires évoquent auprès de nous des sous-munitions avec des charges plus importantes que les précédents tirs à fragmentation, avec des têtes à 100 kg de charge plutôt que 80 têtes à 4-5 kg les fois précédentes. Enquête en cours, je le disais, peut-être potentiellement 4 lieux d'impact à Tel Aviv. Une frappe inédite sous sa forme, potentiellement, Gwendoline de Bono ? Oui, peut-être. Et ce qu'on a vu, j'étais en Israël il y a une dizaine de jours, c'est que les Iraniens ont progressivement changé leur tactique. Alors au début, il y a eu une chute brutale du nombre de missiles iraniens tirés et force est de constater qu'ils ont essayé, disons, de s'adapter. Et dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des changements de tactique, c'est-à-dire parfois des tirs synchronisés, notamment avec le Hezbollah, parfois d'autres choses, et aussi un changement d'armes utilisées. Les sous-munitions, c'est arrivé il y a une dizaine de jours, il n'y en avait pas au début. Et puis d'un coup, il y a eu des missiles à sous-munitions. Alors c'était des ogives, les sous-munitions en question, entre 6 et 8 kilos, donc pas du tout une centaine de kilos. Donc on voit que les Iraniens ont testé les défenses israéliennes, sont en train de faire un retour d'expérience. Il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi frappé des radars dans la région qui permettaient d'avoir cet avertissement de tir de missiles balistiques. Donc ça complique aussi les choses pour Israël. Après, il faut noter qu'il n'y a pas il n'y a pas non plus de tir de barrage avec, comme ce qu'on a pu voir en juin, des salves de 100 missiles balistiques lancés par l'Iran sur Israël. Pour être encore plus précis, merci Gwendoline de Bono. Colonel, regardons, quand on parle d'armes sous munitions, on a essayé de préparer, regardez ce petit carton pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle. Mais derrière l'image, il faut qu'on analyse. Vous dites retour d'expérience du côté des Iraniens, Gwendoline de Bono. Oui, l'Iran s'adapte et plus que ça, l'Iran connaît chaque jour un peu mieux Israël. Bien évidemment. Mais au-delà de ça, quand même, c'est pas non plus catastrophique. Je veux dire qu'encore une fois, je veux dire que le nombre de missiles qui passent est assez faible, puisqu'on est sur un taux de réussite israélien de l'ordre de 95%. Donc encore une fois, ça reste dans une acceptable. Le problème, c'est l'impact que ça peut avoir. Et le fait que les Iraniens utilisent cette forme de munitions est assez perturbant. Quel est le souci technique, très concrètement ? Il faut impérativement, pour la défense antiaérienne israélienne, il faut toucher le missile avant qu'il éclate en X petites fusées ou X petits missiles, etc. Donc le problème, c'est que la trajectoire, il faut la prendre relativement tôt. Et là, comme vous le disiez fort justement, ils ont eu un problème de radar, puisqu'on sait que les Américains, vous savez, il y a 4 couches dans le système défensif israélien. La 4e couche, c'est le THAAD, c'est une couche, je dirais, américaine, totalement américaine. Et on sait que les Iraniens ont touché 1 ou 2 radars de ce fameux THAAD, qui lui détecte les trajectoires extrêmement rapidement et très très haut. Et ça manque probablement aux Israéliens actuellement. Encore une fois, ce que je pense très sincèrement, c'est que on va trouver la solution. Je veux dire que le dôme de fer est comme très performant et a démontré au fil des années qu'il fonctionnait. Mais il y aura toujours des passages. C'est ce que disait le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz, un peu plus tôt sur cette antenne. Il dit mais c'est pas infaillible. Ça ne peut pas être infaillible. Écoutez, regardez. Les gens sont habitués à ce qu'il y ait 100% de réussite dans nos interceptions. Nous sommes aujourd'hui le premier pays au monde à avoir cette capacité antimissile. Encore une fois, c'est un système antimissile sur plusieurs niveaux. Il y a des missiles à courte portée, moyenne portée, longue portée. Et on n'a jamais dit que c'était un système infaillible ou totalement hermétique. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, un missile qui arrive à pénétrer dans une zone urbaine, les gens ont déjà reçu les alertes par leur téléphone portable, par nos systèmes électroniques et de technologie avancée pour que les gens soient en sécurité avant la frappe. Mais encore une fois, nous sommes dans une guerre où il y a toujours, malheureusement, des possibilités où certains missiles arrivent à traverser le système de défense. Gwendoline de Bono. Alors, surtout, le dôme de fer, il n'est pas fait pour le balistique au départ. C'est un autre système qui s'appelle Arrow 3 qui est fait pour arrêter les missiles balistiques. Il se trouve que là, les ingénieurs, disons, israéliens font travailler aussi le dôme de fer sur les missiles balistiques parce qu'il y a aussi c'est pas des problèmes, mais en tout cas des considérations d'intercepteurs. Et puis après, parfois, la défense antiaérienne, par choix, n'arrête pas certains missiles parce que les Israéliens sont aux abris.
parce que pour le coup, le système d'alerte est quand même très efficace. Enfin, honnêtement, comparé à l'Ukraine, par exemple, enfin, tout le monde est aux abris quand un missile arrive. Donc parfois, choix est fait aussi de ne pas tout arrêter. Je ne sais pas si c'est le cas là, mais il y a évidemment des considérations de stock, des considérations de quelle couche arrête quoi, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi. Donc c'est une équation qui est réévaluée en permanence par les autorités. Et colonel, allez-y, oui. Alors, une vraie question qui se pose, c'est où en sont les Iraniens? Jusqu'à présent, on pensait que les Iraniens étaient sur un modèle technologique, je dirais, assez rudimentaire. En fait, on découvre qu'ils ont fait d'énormes progrès technologiques. Dans le domaine de ce qu'on appelle l'évasif, très concrètement, les missiles arrivent à changer de trajectoire. Donc, dès lors que le radar détecte le missile, s'il change de trajectoire au dernier moment, on ne peut pas le toucher. Premier point. Deuxième point, c'est la vitesse. Ils ont acquis des vitesses assez phénoménales. Donc, on est sur Mach 10, donc 10 000 km à l'heure. C'est compliqué. Imaginez une bille qui saute en l'air et vous prenez une autre bille pour taper cette bille-là. Technologiquement, c'est extrêmement difficile. Et puis 3, c'est la saturation. Donc naturellement, ils tirent des salves de missiles relativement importantes, même si je vous rejoins, aujourd'hui il y a moins de tirs de missiles parce que je pense qu'ils en ont moins. On est peut-être sur un modèle terminal, c'est pas impensable, on peut l'espérer en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Iraniens sont technologiquement extrêmement avancés, ce qui démontre, enfin, encore une fois, à quel point il était important peut-être d'empêcher les Iraniens de développer trop leur système, tant dans le domaine balistique que dans le domaine nucléaire. Imaginons un pays nucléaire avec une telle capacité balistique, ça poserait un énorme problème sur le Moyen-Orient et sur toute la planète. Rappelons-nous, avant-hier, ils ont tiré des missiles à 4000 km. Là, on change de monde. Alors, parlons maintenant de ces frappes sur des infrastructures énergétiques malgré tout, malgré ce que disait ces derniers jours, ces dernières heures Donald Trump. C'est ce que dénoncent les Iraniens, des infrastructures énergétiques iraniennes visées par des frappes israélo-américaines, selon l'agence de presse iranienne Fars, quelques heures après donc ce rebondissement inattendu d'un Trump qui dit ne plus vouloir s'en prendre à des centrales électriques pendant quelques jours en tout cas. Merci beaucoup d'être avec nous, Siavosh Ghazi, correspondant RFI et France 24 en direct depuis Téhéran. Merci beaucoup d'être avec nous, Siavosh. Donc ce sont des installations à Ispahan, dans le centre, qui ont été partiellement endommagées. C'est ça, racontez-nous, un projectile aussi aux abords d'une station de traitement d'un gazoduc au sud-ouest. Écoutez, il y a eu ces frappes assez mineures sur Ispahan. Depuis la nuit dernière, la situation à Téhéran est plutôt calme. Il n'y a pas eu de frappe sur la capitale iranienne. Et d'une manière générale, depuis 4-5 jours, on assiste à une baisse en intensité des frappes contre l'Iran, notamment à Téhéran. Malgré des frappes qu'on a vécues hier dans la nuit, notamment contre des quartiers résidentiels. D'une manière générale, il y a une baisse des frappes israéliennes et américaines à la fois sur Téhéran, mais aussi sur d'autres villes iraniennes. Mais est-ce qu'il y a, je voudrais préciser, les différents missiles qui sont utilisés par Téhéran pour frapper des cibles, des cibles en Israël. Téhéran affirme que ce sont des cibles militaires essentiellement qui sont visées. On parle par exemple hier de 80 cibles militaires. Aujourd'hui, les Iraniens affirment que la base aérienne qui s'appelle Noatim, qui est la principale base aérienne israélienne, a été visée par des missiles, notamment des Khorramshahr 4 ou des Fatah 2 ou des Rad ou des Sejil. Alors il faut faire la différence entre ces différents missiles. C'est que le missile Khorramshahr 4 a une tête explosive. Donc ce sont toujours des missiles à 3 étages et donc ils vont dans l'espace et reviennent sur Terre pour frapper leur cible. Le missile Khorramshahr 4 a une spécification particulière puisque au moment d'arriver sur la cible, il y a 80 sous-têtes qui se séparent et en fait c'est une zone totale et pas une seule cible qui est touchée. Et donc cela fait beaucoup de destruction. Pour les autres missiles, le Sejil, le Fatah 2, mais aussi le missile Qat ou Emad, ce sont des missiles à 2 ou 3 têtes dirigeables. C'est-à-dire que lorsque ces missiles arrivent vers leur cible, donc les Iraniens, les gardiens de la révolution, peuvent diriger les différentes têtes, 2 ou 3 à chaque fois, et donc éviter les systèmes de missiles antimissiles, et frapper avec de plus en plus violemment les différentes cibles en Israël. C'est ça qui aujourd'hui fait la différence, d'autant plus que Téhéran affirme désormais que il y a désormais un épuisement des stocks de missiles antimissiles en Israël, autour des bases américaines dans la région, mais aussi dans les monarchies arabes
du Golfe Persique. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans le ciel israélien, ces pluies de missiles, des sous-têtes qui arrivent, qui traversent le ciel israélien, en particulier la nuit, des images impressionnantes qui sont prises par des habitants de la région. Siavosh Ghazi, il y a 24 heures, vous nous disiez dans cette émission que non, les Iraniens ne négocient pas avec les États-Unis. 24 heures plus tard, dites-vous toujours que les Iraniens ne sont pas et ne seront pas à la table des discussions? Pour l'instant, il n'y a pas de commentaires, ni de confirmation, ni de démenti des informations qui ont été données par le Pakistan sur une éventuelle rencontre entre donc les Iraniens et les Américains au Pakistan. Mais pour l'instant, par exemple, il y a un diplomate iranien à Genève qui est intervenu pour dire que l'Iran continuera à se défendre, à frapper les bases américaines et Israël tant que l'agression contre l'Iran n'aura pas cessé. Alors, au niveau des hauts responsables iraniens, pour l'instant, il n'y a pas eu de commentaires. J'ai essayé d'interroger plusieurs personnes et pour l'instant, j'ai pas pu obtenir une confirmation ou un démenti de possibles négociations, rencontres entre les Iraniens et Américains au Pakistan. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, toujours aussi précieux de vous voir et de vous entendre. Merci pour vos informations, correspondant RFI France 24 en direct de Téhéran. Alors, nous vous emmenons maintenant dans les coulisses de ces négociations. Trump parle de quasi-accord, vous l'avez suivi avec nous en direct, mais je prends différentes informations. Alors, par exemple, CBS News dit on est seulement au stade où les États-Unis ont envoyé un message par l'intermédiaire de médiateurs et l'Iran indique examiner les propositions. Enfin, que sait-on? On sait que la diplomatie parallèle, elle bat son plein, comme le dit par exemple le Wall Street Journal ces dernières heures. Mais c'est Gwendoline de Bono qui vous emmène dans les coulisses de ces négociations. Gwendoline, de quelles négociations parle-t-on précisément? Elles ont commencé quand et qui y participerait? Alors, le point de départ, ça a été jeudi dernier avec une réunion des ministres des Affaires étrangères de 4 pays, donc l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et c'est effectivement le Wall Street Journal qui raconte ces coulisses. Donc l'objectif, c'est évidemment de trouver une solution diplomatique à la guerre en commençant par une trêve de 5 jours. Il y aurait eu des contacts avec les gardiens de la Révolution. Et selon un haut responsable de l'administration, Donald Trump s'est montré intéressé quand il a appris la possibilité, en tout cas, d'un canal de discussion, même si pour le moment, on le répète, Téhéran dément tout contact ou tout début de discussion direct ou indirect. Siavosh le disait effectivement il y a quelques instants, mais il y a-t-il eu des contacts directs ou indirects entre Américains et Iraniens malgré tout? Alors, en tout cas, c'est ce que dit Trump. Il a déclaré hier que les États-Unis avaient été en contact avec un haut responsable iranien. Il ne l'a pas nommé officiellement. Alors, officiellement pour ne pas le mettre en danger. Mais écoutez cet échange du président américain avec un journaliste. Avec qui Steve Witkoff parle-t-il? Avec un haut responsable. N'oubliez pas que nous avons éliminé les dirigeants à 3 reprises. Nous avons affaire à l'homme qui, je crois, est le plus respecté et qui est le vrai leader. Vous savez, c'est un peu compliqué. Nous avons éliminé tout le monde. S'agit-il du guide suprême? Non, ce n'est pas lui. Alors, c'est pas le guide suprême. Est-ce que c'est l'homme que l'on voit s'afficher ici, qui est Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui est considéré à la fois comme un nouvel homme fort du régime et quelqu'un qui peut, disons, se montrer pragmatique? Lui a catégoriquement démenti. Enfin, il y a aussi des informations qui circulent sur une possible rencontre en personne au Pakistan dans les jours à venir avec, d'un côté, les Américains, Steve Witkoff, Jared Kushner et peut-être même le vice-président américain J.D. Vance, et côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Araghchi et Ghalibaf, le président du Parlement. Mais bien évidemment, à ce stade, rien n'a été confirmé, puisqu'on l'a dit, le président du Parlement dément. Bref, pour l'instant, c'est beaucoup de rumeurs, beaucoup de fuites dans la presse et peu de confirmations autour de ces négociations. Merci Gwendoline, restez avec moi parce qu'on va prendre la direction de Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Sonia Dridi, depuis Washington, journaliste accréditée à la Maison-Blanche. Vous êtes d'ailleurs dans la salle de presse de cette Maison-Blanche, on le voit derrière vous. La façon dont Donald Trump a qualifié ces échanges, je cite, de conversations productives, semble-t-il exagérée en l'état actuel des pourparlers?
Alors ce ne serait pas la première fois que le président américain exagère et parfois c'est une stratégie, notamment lorsqu'il dit qu'il y a des négociations en cours, que tout se passe très bien. C'est aussi un moyen de mettre la pression sur les Iraniens. Donald Trump qui a dit hier que les Iraniens l'avaient contacté après son ultimatum, mais selon CBS qui a pu s'entretenir avec un responsable iranien, eh bien ce dernier dit que ce sont les Américains qui leur ont envoyé un message via des médiateurs. Donc on parle notamment du Pakistan, mais également de l'Égypte et de la Turquie. Donald Trump qui a d'ailleurs reposté le message du Premier ministre pakistanais il y a quelques instants, qui se dit prêt à accueillir des négociations au Pakistan. Donc en tout cas, on voit que Donald Trump garde toutes ces options ouvertes, qu'il est intéressé par des négociations. Selon Politico, eh bien, Donald Trump, dans l'administration Trump, il y a des discussions sur un possible partenaire comme le président iranien du Parlement. Et on a aussi appris que certains proches avaient conseillé à Donald Trump de ne pas mettre en place des dates butoirs, des ultimatums, mais que le président américain, très frustré par la situation dans le détroit d'Ormuz, n'avait pas pu s'en empêcher. Merci infiniment Sonia Dridi, on se retrouve un peu plus tard en direct de la Maison Blanche. Alors, Ketevan Gorgestani, est-ce que c'est trop positif pour être vrai? On regarde les informations de Reuters il y a encore quelques heures qui nous dit que l'Iran est dans une position maximaliste si négociation il y a, exigeant des concessions majeures, garantie contre de futures attaques, compensation, contrôle du détroit d'Ormuz. Enfin, on ne voit là que des lignes rouges pour le président américain. En fait, on ne voit que des lignes rouges des deux côtés. C'est-à-dire que ce que demandent les Américains, c'est des lignes rouges pour les Iraniens. Ce que demandent les Iraniens, c'est des lignes rouges pour les Américains. Pour l'instant, on peut se poser la question de qui bluffe côté iranien, côté américain sur l'histoire des négociations. En revanche, là où on peut dire qu'il y en a un qui bluffe, c'est quand Trump dit qu'il y a plein de points d'accord très forts. Je vois vraiment pas où sont les points d'accord pour l'instant. Ça, c'est clair et net. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Sonia sur cette histoire de ne pas mettre d'ultimatum, de ne pas mettre de deadline. On parle beaucoup de revirement de Donald Trump, mais Donald Trump et les deadlines, c'est quelque chose qu'il fait depuis plus d'un an maintenant, et souvent c'est en réponse à une question d'un journaliste, et il sort une deadline de 2 jours, de 2 semaines, de 2 mois, et ensuite ça change et on parle de revirement. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention là-dessus. Et deuxièmement, il y avait un commentaire de Ralibaf qui était très intéressant sur le fait que ce revirement de Donald Trump, c'était en fait une manipulation des marchés et des prix du pétrole. Et effectivement, alors ça n'a pas duré, mais effectivement, le moment de l'annonce, le timing de l'annonce un lundi matin quand les marchés rouvrent, c'est quand même assez intéressant. Et c'est vrai qu'au moment de l'annonce de Donald Trump, les marchés sont repartis à la hausse temporairement, les prix du pétrole ont un petit peu baissé, ça durera probablement pas, mais clairement, il y a là aussi une pression sur le président américain, la pression des marchés, la pression des prix du pétrole, et ça, c'est une pression aussi domestique. Les Américains qui voient le prix à la pompe augmenter. Et une suspicion de manipulation boursière également et de délit d'initié, c'est aussi l'affaire qui monte. Je voudrais vous faire écouter maintenant le général Yakovlev qui, avec son verbe haut, que nous connaissons tous, assure qu'à ce stade, c'est l'Iran qui a la main, c'est l'Iran qui décidera si ça s'arrête ou non. Regardez. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dures. Allez-y, je voyais réagir. Oui, non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où il y a quand même des lignes rouges extrêmement fortes, notamment alors, du côté américain et du côté israélien, mais il y a vraiment un alignement là-dessus. Et notamment, on en a parlé sur les 440 kilos d'uranium enrichi qui restent aux mains iraniennes. Il n'y a pas de scénario ni pour les Israéliens ni pour les Américains où la guerre s'arrête avec cet uranium enrichi qui reste en Iran. Il y a des choses qui peuvent se discuter sur à partir de quelle année les Iraniens peuvent recommencer à enrichir, jusqu'à quel temps, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a aucune chance que les Iraniens puissent dicter leurs conditions et que Trump arrête la guerre. Par ailleurs, il y a une phrase qui est très intéressante que Trump avait prononcée en 2020, quand il avait tué Qassem Soleimani, qui était un général très important iranien. Il avait dit « Les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais ils n'ont jamais perdu une négociation ».
Il le sait très bien, c'est lui qui l'a formulé en ces termes-là. Il sait très bien que lui, tant qu'il est dans le domaine militaire, il a la main et que s'il rentre dans le domaine de la négociation, les Iraniens ont la main. Donc s'il y va, c'est parce qu'il sait peut-être qu'il a quelque chose à gagner, on peut largement en douter aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait avec le Hamas. Quand il a forcé les Israéliens à arrêter la guerre à Gaza, parce que pour négocier avec le Hamas, c'est parce qu'il y avait quoi sur la table? Le retour de tous les otages et les Israéliens qui restent à Gaza. Donc c'était largement acceptable pour lui. Donc il peut y aller s'il sait qu'il y a quelque chose vraiment à en tirer. Moi, pour l'instant, en tout cas, personnellement, j'en doute. Sinon, effectivement, c'est une manière de gagner du temps, mais Trump, il est comme il est. Il sait très bien que les Iraniens sont très forts en négociation et militairement, même si aujourd'hui, ça peut donner l'impression qu'ils ont une vraie stratégie asymétrique, et pourquoi pas. Mais les Iraniens ont des vraies difficultés sur le plan militaire en réalité. Merci Gwendoline Dubonneau, j'accueille sur ce plateau. Nous accueillons sur ce plateau Jean-François Colossimo. Bonjour et soyez le bienvenu, historien, directeur général des éditions du Cerf, auteur du livre notamment Occident, l'ennemi mondial numéro 1 aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien et vous ? Ça va, merci beaucoup. Et si, loin d'un accord de paix quasi annoncé par Donald Trump, on se dirigeait vers l'escalade, et rapide l'escalade. Les États-Unis finalisent la préparation d'envoi de Marines. On parle de milliers d'hommes prêts à intervenir dès la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Tic-tac. Et par ailleurs, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis seraient prêts à entrer en guerre contre l'Iran. Alors, 4 jours pour faire quoi ? Et si il ne se passe rien à l'issue de ces 4 jours, est-ce toujours plus de guerre à l'issue? Sommes-nous sur la voie de l'escalade? On en parle avec vous, chers invités. On se dit donc à tout de suite. Alors, et si tout ça, les discussions, les négociations, ce n'était que manœuvre dilatoire? Et si Trump gagnait du temps? Le temps que les Marines, par exemple, soient prêts. Selon le Wall Street Journal, on parle de milliers de Marines américains qui se rendent vendredi au Moyen-Orient. Oui, le même jour que l'échéance fixée par Trump concernant l'Iran. Trump envisagerait toujours des opérations plus offensives. Information notamment du New York Times. Mais c'est vous, colonel Pierre de Jong, qui allez nous permettre d'aller plus loin et de tout expliquer à nos téléspectateurs. Colonel, on apprend donc que l'armée américaine se tient prête et a des plans pour un déploiement très rapide en Iran. Alors pour ce faire, en fait, ils ont 2 brigades de parachutistes, la 101e Airborne et la 82e Airborne, celle qu'on voit là, le double A, All Americans, donc c'est une division prestigieuse, en gros 20 000 hommes, et capable de projeter quasiment instantanément, enfin en quelques heures, en une journée, capable de projeter 3 000 hommes, ce qu'on appelle une brigade de réponse rapide, QRF. Je ne rentre pas dans les détails un peu techniques. Donc ils ont cet outil-là, sachant encore une fois que cet outil de premier échelon, capable d'être projeté, en fait, serait suivi très rapidement par le reliquat de la division, qui a tout ou partie de la division. Donc c'est une division extrêmement lourde et c'est une solution de facilité parce que dès lors qu'on parle de troupes au sol, pour aller en Iran, il n'y a pas 50 possibilités, il faut y aller par avion. Et donc cette brigade, et en tout cas cette division, est capable de le faire dans des temps extrêmement rapides. Ces soldats pourraient rejoindre une autre unité qui est déjà en route et qui devrait arriver dans les tout prochains jours, colonel. Alors ça, c'est le corps des Marines, qui est... Donc vous avez ce qu'on appelle la 35e Marine MEU. En fait, globalement, c'est un gros régiment, gros 2000 ou 3000 hommes, qui sont déjà en mer, puisqu'ils sont à bord du Tripoli. Et Tripoli est un bâtiment accompagné par des bâtiments que eux-mêmes, des engins de débarquement. Donc c'est un engin c'est une structure capable de se déployer sur les côtes. Par contre, le problème, ils vont arriver vendredi dans la zone. Mais à quel endroit? Ils vont arriver, bien évidemment, par le sud, par le golfe d'Oman. Est-ce qu'ils passent ou passent pas? Ce qui veut dire que s'ils ne passent pas, l'objectif est plus au sud. Concrètement, moi je vois Bandar Abbas, éventuellement, alors que la division aéroportée tout à l'heure, la 82, est capable d'aller sur l'île de Karg, mais aussi à Bandar Abbas. Donc il n'est pas impensable que les Américains souhaitent prendre le contrôle du détroit d'Ormuz à partir de Bandar Abbas, qui est le grand port, qui est du côté est, enfin nord-est du détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est pas impensable, et ça permettrait aux Marines d'y aller, parce que sinon, ils vont pas pouvoir rentrer dans le golfe Persique, donc ça va être compliqué. Ou bien une double opération, une opération sur l'île de Karg, aéroterrestre, avec la 82, et les Marines sur le Bandar Abbas, ce qui n'est pas impensable non plus, compte tenu des effectifs qu'ils ont. Donc tout ça, c'est des options que Trump a. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains planifient ces options. Après, le choix n'est pas encore fait, j'imagine, parce que ce n'est pas avec 5000 hommes ou avec 3000 hommes qu'on est capable aujourd'hui de résoudre ce problème-là. Merci infiniment, colonel Pierre de Jong. Jean-François Colossimo, pensez-vous que pour l'instant, effectivement, Trump ait gagné du temps, quelques jours ou un peu plus, en tout cas, le temps de se mobiliser? Je vais résumer, pardonnez-moi, c'est un peu simpliste, mais reculer pour mieux frapper, en réalité. Peut-être, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les Iraniens ont démontré qu'ils étaient les plus durs à la peine, avec effectivement, je dirais, leur imaginaire
du martyre, mais aussi le fait que ce régime doit survivre à tout prix, à moins de quoi il disparaît complètement, n'est-ce pas? Et donc, face à cela, on voit évidemment que les Américains sont dans une forme d'impasse parce que nos militaires nous l'ont bien expliqué, on ne gagne pas une guerre dans les airs, tout simplement, même en bombardant intensivement. Donc je pense qu'en fait, le Pentagone doit avoir ses plans prêts pour cette attaque aéroportée, mais que je pense que le président Trump veut l'éviter à tout prix, parce qu'il y a le prix du sang, et ce prix du sang, on le sait, dans les démocraties, est très très lourd à porter politiquement, n'est-ce pas, voire impossible à porter dans le cas de Trump, qui avait tout de même fait toute sa campagne sur le fait que lui ne rééditerait pas une guerre de plus, à cause de laquelle guerre des boys rentreraient dans des cercueils. Donc, je crois que là, il est véritablement pris dans une nasse, et que toutes les options sont sur la table, et que pour que toutes les options soient sur la table, certainement espère-t-il encore plus impressionner les Iraniens avec le fait de masser ses troupes. Mais je crois que ce régime-là, rien ne peut l'impressionner. Et vous croyez qu'il négocie, en effet? Est-ce que tout ça pour vous est crédible? Non, parce qu'après on peut aussi dire qu'on discute mais ne pas le faire, ou discuter mais faire semblant d'aller au bout des discussions. Vous y croyez vraiment à cette parenthèse diplomatique? Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que la personne qu'on a sortie du chapeau, pensant que c'était lui, Galibaf, c'est effectivement la bonne personne, parce que c'est le corrompu du régime, n'est-ce pas? Et qu'à tout faire, quand on comprend bien ce qu'est l'Orient, il vaut mieux avoir affaire avec des corrompus qui, paradoxalement, sont parfois, je dirais, plus humanisés, entre gros guillemets, que les idéologues purs et durs, n'est-ce pas? On arrive à de meilleurs résultats avec eux parce qu'ils ont une conscience beaucoup plus vive de leurs intérêts. Ce personnage, il a effectivement été, comme tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, un homme de la guerre Iran-Irak. C'est là où s'est forgé ce régime. Regardez quand vous voyez des reportages sur la manière dont ils se déplacent dans leur souterrain à visiter ils ont tous 60-65 ans, ils sont tous blancs, barbus et bedonnants, n'est-ce pas, comme d'autres. Et en fait, c'est une génération qui a pris le pouvoir, qui s'est forgée dans la guerre. Ce qui est d'ailleurs la difficulté à laquelle se confronte Trump, c'est-à-dire qu'il a déjà affaire en fait à des survivants, n'est-ce pas, de cette guerre des années 80-90. Voilà, c'est ça. Et des gens qui sont expérimentés dans le fait depuis de tenir à n'importe quel prix. Donc lui, je crois qu'il est un bon candidat. Pourquoi? Parce que dans tous les postes qu'il a occupés, que ce soit à la mairie de Téhéran, à la tête de la police, etc., il a toujours essayé d'établir un compromis, finalement, de jouer le jeu de la dureté tout en aménageant ses propres intérêts ou les intérêts de son clan. Et il faut savoir qu'il était candidat, n'est-ce pas, contre le président actuel à la dernière présidentielle, mais qu'il avait choisi de reporter ses voix sur Jalili, qui est l'homme fort, le véritable homme fort, qui est le négociateur du nucléaire et qui est le meneur des durs. Donc dans ce cas-là, le président de l'Assemblée là jouerait le rôle d'un bon intermédiaire. Est-ce que pour autant, ces négociations, sont réelles, avancent? Ça, franchement, il y a lieu d'en douter, mais si ces négociations se concluaient par le fait qu'il y ait une reprise des négociations tout court, ça voudrait dire que quand même, le régime iranien aurait en quelque sorte gagné. Il y a une information qui vient de tomber à ce moment même, là, au moment où nous sommes en train de parler ensemble. Le commandant de la 82e brigade aurait reçu, selon Fox News, l'ordre de se déployer. Donc on va attendre confirmation, on va attendre détails, bien évidemment. Mais si ça se confirme, c'est quand même une étape de plus. Selon vous, je vous repose la même question. Est-ce que Trump, avec la parenthèse discussion, a en fait gagné du temps pour mieux frapper derrière dans 4 jours, vendredi, j'allais justement dire, si vous êtes les Iraniens, vous êtes très prudents parce que le 28 février, le week-end, ils devaient négocier le dimanche, ils ont été frappés le samedi. L'été dernier, avant la guerre des 12 jours, je rappelle que normalement, il devait y avoir potentiellement des négociations, ils ont été frappés. Le Venezuela, c'était à peu près pareil. On parlait de possibles contacts et puis ils y sont allés et ils ont récupéré Nicolas Maduro. Donc,
Personne ne sait ce qui va se passer et je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas être dans la tête de Donald Trump et je pense que lui-même n'a probablement peut-être pas décidé. Mais le fait est que si vous êtes iranien aujourd'hui, vous vous posez vraiment la question de savoir si cette histoire de 5 jours de plus pour négocier c'est une ruse ou si les Américains effectivement sont prêts potentiellement à parler ou si c'est vraiment juste pour reculer pour mieux frapper comme vous l'avez dit. Le commandant de la 82e qui serait peut-être déployé, nous dit Fox News. Info signée Georges Malbruno. Cette fois, une source sécuritaire française lui a indiqué qu'il y avait des commandos des forces spéciales américaines prépositionnés déjà sur l'île de Karg. Ça, plus ça, plus ça. Est-ce qu'en fait, c'est 4 jours pour toujours plus de guerre après ? Sur les forces spéciales sur l'île de Karg, ça me semble... Info signée Georges Malbruno. Selon une source sécuritaire française, des commandos des forces spéciales américaines ont été prépositionnés récemment sur l'île iranienne de Karg que Donald Trump pourrait occuper pour contraindre Téhéran. De toute façon, ni le confirmer ni l'infirmer, ce serait quand même assez étonnant. Mais encore une fois, Donald Trump, il sait que sa carte, elle est militaire. Et qu'il faut qu'il appuie encore pour espérer avoir le retrait de l'uranium enrichi, l'arrêt de l'enrichissement, l'arrêt du balistique. Parce qu'une fois qu'il obtient ça, la guerre s'arrête. On ne parle plus aujourd'hui de changement de régime, on a noté. Et après, je crois que géographiquement, on a parlé de Karg, mais il faudrait faire attention aussi. Il y a 3 îles qui sont près des Émirats arabes unis et qui sont... c'est un espèce de contentieux entre les Émirats et l'Iran depuis des années et des années. Il se trouve que ces 3 îles, elles constituent le chenal qui permet de rentrer dans Hormuz, qui sont un peu moins imposantes que l'île de Karg. Enfin, il y a plein de scénarios. Et ça, ce serait tout à fait possible à faire pour les Américains. Ça permettrait aussi de donner un gage à leurs alliés du Golfe, qui, quand même, en prend beaucoup sur une guerre qu'ils n'ont pas décidée. Mais en fait, il a beaucoup de choses à sa main. Il n'y a pas seulement Karg, il y a des choses qui sont tout à fait faisables. Je suis sûre que vous n'avez qu'une envie, c'est de nous expliquer le signal envoyé avec le déploiement potentiel de la 82e brigade. Mais il y a Sonia Dridi qui nous attend du côté de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Oui, je sais que vous trépignez, je vous connais, colonel. Vous êtes correspondante accréditée TF1 LCI à la Maison-Blanche et vous êtes dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, donc on attend confirmation, mais il y a cette info Fox News, je ne peux que vous la soumettre. Le commandant de la 92e brigade aurait reçu l'ordre de se déployer. Est-ce à dire que cette percée diplomatique, entre guillemets, fait déjà long feu ? Alors, en effet, c'était déjà des informations qui commençaient à fuiter dans le New York Times hier de ce possible déploiement de quelques 3000 hommes de la 82e division aéroportée et des responsables militaires américains confiés au New York Times qu'un éventuel, une possible opération sur l'île de Karg était envisagée, mais que tout ça, c'était encore au niveau des préparatifs. Comme souvent, Donald Trump fonctionne à l'instinct, il étudie différentes possibilités. Je pense qu'en effet, cette administration essaie de voir s'il y a une possibilité de pourparler. Politico a également écrit hier que après avoir parlé avec plusieurs responsables américains, que cette administration testait le fait de voir si éventuellement le président iranien du Parlement pouvait être un partenaire, mais ils étudient également d'autres options. En tout cas, ils ont exclu l'option depuis longtemps, a priori, du prince héritier Pahlavi. Politico explique que dans l'administration, certains le qualifient de prince loser, de prince perdant. En tout cas, ils étudient toutes les options et en même temps, l'administration continue les préparatifs militaires. On sait que vendredi, ce sera aussi le jour où quelques 2200 marines supplémentaires arriveront dans la région et c'est le jour de la date butoir donnée par Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Merci infiniment, Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI accréditée à la Maison-Blanche. Précieux, encore une fois, vous aussi, de vous retrouver chaque jour. Merci pour ça. Allez, ça y est, c'est votre moment, colonel. Cette info Fox News, 82e brigade qui aurait reçu l'ordre. D'abord, la brigade, mais la division derrière. Parce qu'en fait, cette brigade n'est qu'une partie de la division. Et cette division se déploie très rapidement. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec vous, on est peut-être dans une gesticulation qui permet en fait à Trump de matérialiser son intention, ou de cas sa volonté. C'est pas lui qui va le faire. Encore une fois, de développer une division parachutiste comme ça sur le terrain, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement risqué, il va y avoir des pertes. Et puis, maintenant, je reviens sur les forces spéciales, c'est quand même pas impensable, sachant que l'île de Karg, elle fait en gros 20 km², donc on a vite fait le tour. Et puis vous voyez, c'est une espèce de plateau sur lequel vous avez des réservoirs de carburant et c'est une pompe, c'est une station-service. Donc tout ça, c'est relativement compliqué. Moi, je pense que très concrètement, une opération terrestre peut se mettre en place, mais je pense qu'il y a une incertitude quant au point d'application, comme on dit. C'est tout à fait impossible d'imaginer une sortie de guerre
par la voie diplomatique aujourd'hui? Mais il faudrait que, en fait... Alors d'abord, il y a deux guerres, tout de même, rappelons-le toujours. Je veux dire, il y a la guerre que mènent les États-Unis, il y a la guerre que mène Israël, n'est-ce pas? Israël, certainement, attend d'autres garanties que les États-Unis sur ce que sera l'Iran demain, puisqu'Israël, en fait, attend que l'Iran de demain soit, en fait, je dirais, sorte d'allié d'Israël dans la modernisation de la région, avec l'image qu'il y avait de la collaboration entre Téhéran et Tel Aviv à l'époque du Shah, n'est-ce pas? Et tout ça, en fait, dans une espèce aussi de réunion, un peu, pour tenir le monde arabe, ce monde arabe que les Iraniens, en tant que Perses, n'aiment pas vraiment, n'est-ce pas? Il faut quand même le dire. Il faut toujours rappeler ça. Même si tout le monde est musulman, il y a des sunnites, il y a des chiites, puis il y a surtout des Perses et des Arabes, et ça se mélange vraiment pas. Et il y a une animosité multiséculaire derrière tout ça. Donc je pense que veut Israël? Les États-Unis, eux, c'est simple. Je pense qu'ils Trump a besoin d'en finir de manière honorable avec cette guerre et de pouvoir expliquer qu'il a gagné cette guerre, c'est-à-dire qu'il a obtenu quoi finalement? Un Iran redevenu raisonnable. Mais si un Iran redevenu raisonnable, c'est un Iran qui rend les 400 kilos d'uranium enrichi, cet Iran-là, je crois que pour l'heure, il est introuvable. C'est ça que je veux dire. Les Iraniens ne vont jamais faire ça. N'est-ce pas? Ils peuvent toujours verbalement renoncer à leur programme nucléaire ou renoncer même peut-être à leurs missiles balistiques, mais ils ne vont pas véritablement renoncer à ce trésor de guerre dont la possession, au fond, je dirais, décide du sort de la guerre. Voilà. Maintenant, moi, je voudrais poser une question au colonel. Permettez, je ne vous annexe pas, mais si j'étais président de je ne sais trop quoi et si vous étiez le chef d'état-major et si je vous disais de combien d'hommes nous avons besoin pour maîtriser l'Iran, vous répondrez qu'on a besoin de combien d'hommes? L'Iran est non maîtrisable, quoi qu'il en soit. Voilà. Il y aurait un objectif, je dirais, ponctuel. Ouais. Le point d'application, justement, est très important. Ouais. Parce qu'en fait, les Américains vont concentrer. C'est le secret de la guerre. Vous pouvez gagner localement avec une concentration. Très concrètement, on peut prendre le port de Bandar Abbas et tout l'environnement autour. Parce qu'en fait, on découvre que la géographie est beaucoup plus plate à cet endroit-là, plutôt que sur la côte est du Golfe Persique, qui est inaccessible. Le pays est inaccessible. Par contre, l'île de Karg est accessible. Donc il y a deux endroits potentiellement où on peut agir, et de la mer, en tout cas Bandar Abbas, et par le ciel. Donc moi je pense qu'ils peuvent contrôler Hormuz, point final. Ça impliquerait d'énormes moyens militaires. Moi je dis au gros 10 ou 20 000 hommes peut-être. Oui, Bandar Abbas plus Karg plus les îles. Alors Karg, ça veut dire en fait prendre en otage les moyens, les ressources. Totalement. De commerce énergétique de l'Iran. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire pas véritablement tous les champs pétroliers, etc., mais en fait le robinet par lequel l'Iran vend son énergie, etc. Et dans ce cas-là, donc, c'est de dire, voilà, maintenant, vous êtes en quelque sorte à sec, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus rien vendre, vous ne pouvez plus rien faire circuler, donc on vous dit, voilà, maintenant, une paix honorable, trouvons un moyen, etc. Voilà, bon. Mais encore une fois, c'est une guerre dans laquelle Trump ne peut pas sortir en ayant gagné comme il pouvait l'imaginer au départ. Et il va se poser la question quand même aussi de la dissemblance des buts de guerre entre Washington et Tel Aviv. Justement, mais c'est parfait, c'était ma question suivante pour Gwendoline de Bono. Vous connaissez la région par cœur, vous connaissez Israël en particulier par cœur. Est-ce que vous imaginez Israël suivre Donald Trump dans l'entreprise d'une issue diplomatique? Est-ce que vous imaginez Israël suivre Donald Trump dans une entreprise d'opération au sol? Alors oui, et s'il y a une opération au sol, de toute façon, enfin, faut bien voir comment ça se passe en ce moment. C'est qu'il y a une salle de planification conjointe. Donc vous avez des généraux israéliens, des généraux américains. Dans les différents PC, vous avez des Israéliens, des Américains. Tout est conjoint. Ils se répartissent les cibles, je schématise, le matin, entre les pilotes israéliens qui vont aller frapper les Basiji, les pilotes américains qui vont s'occuper des parties plus éloignées de l'Iran. En fait, tout est commun quand même dans cette opération. Donc évidemment que s'il y a opération terrestre, les Israéliens les appuieront par du renseignement, peut-être par des hommes au sol, c'est pas complètement inenvisageable non plus. Donc ça, c'est sûr. Sur la voie diplomatique, les Israéliens, encore une fois, si les 440 kilos d'uranium enrichi sortent du pays, si les Iraniens n'enrichissent pas à 0% et peut-être plus tard à 3,7, enfin peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et si leurs missiles balistiques n'ont plus la portée d'atteindre Israël, Israël s'arrête.
Israël arrête la guerre. Alors je sais évidemment, dans un monde idéal pour les Israéliens, il y aurait un nouveau régime en Iran, tout le monde serait ami, il y aurait une ambassade israélienne à Téhéran, mais personne en Israël ne dit la guerre s'arrête quand il y a ça. En revanche, s'il n'y a plus d'uranium, s'il n'y a plus d'enrichissement, s'il n'y a plus de balistique et s'il n'y a plus de financement des proxys, la guerre s'arrête aussi pour Israël. Ketevan Gorgestani. Moi, là où je vois la différence, c'est que les Israéliens, comme vous l'avez présenté, ont des objectifs de guerre très clairs. Les Américains, ça change depuis le début de cette guerre. On a d'abord commencé par changement de régime, ensuite c'était le nucléaire, ensuite le balistique, puis en fait c'était Hormuz. Donc il y a des objectifs de guerre un peu variables pour Donald Trump. Et en vrai, l'objectif de guerre de Donald Trump, c'est de sortir de cette guerre en disant que les États-Unis ont gagné. Peu importe ce que ça veut dire et peu importe si ça veut dire faire un équivalent, parce que c'est deux choses complètement différentes, mais un équivalent de Delcy Rodriguez au Venezuela, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui est quand même dans le régime et négocier avec et s'accommoder s'ils sont prêts à accepter d'arrêter leur enrichissement, de rendre l'uranium, les choses comme ça. Mais en vrai, pour les Israéliens, même s'ils voulaient continuer, si demain les Américains disent on arrête et vous arrêtez, ils sont obligés d'arrêter. Est-ce que les Américains diraient on pourrait avoir un scénario où les Américains disent nous on a terminé, vous faites ce que vous voulez? C'est peut-être une possibilité aussi. Alors, je mets sur la table maintenant un autre élément qui flèche plus vers une montée en tension que vers une désescalade, comme on aurait pu le croire il y a encore 24 heures avec les propos du président américain. On parle de discussion, mais plus que jamais, les pays du Golfe montent en pression et menacent pour certains même d'entrer en guerre. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est notre question maintenant, seraient-ils prêts à entrer dans cette guerre? Regardez ce que dit le Wall Street Journal. L'Arabie Saoudite se rapproche d'une entrée en guerre. C'est pas tout. Selon le New York Times, cette fois, le prince héritier Mohammed Ben Salman aurait poussé pour les frappes sur les infrastructures énergétiques en Iran. Et il exhorte maintenant Trump à poursuivre la guerre, la qualifiant de grande opportunité historique. Je sens votre impatience d'intervenir sur le sujet, mais d'abord, je vous emmène avec moi, colonel Perdouillon, parce qu'on a besoin de comprendre ce que changerait concrètement l'entrée dans la guerre d'un pays comme l'Arabie Saoudite. Quelle est la puissance militaire saoudienne et cela pourrait-il changer quelque chose au cours de la guerre, colonel? Alors pour les Américains, à part Israël, c'est le grand allié de la zone. Et c'est un grand allié par la taille, par la richesse, mais aussi par la taille de son armée. Donc c'est une armée qui a en gros 250 000 hommes, qui est extrêmement importante depuis longtemps. Ils ont des brigades blindées, ils ont des chars Abrams, tout ce qu'il faut. Ils ont une aviation qui est extrêmement performante, 383 avions, peut-être même un peu plus, de nombreux hélicoptères. Donc c'est une armée de l'air qui est importante. L'armée de l'air française, c'est 200 avions, juste pour vous donner une petite comparaison. Et puis enfin, c'est une armée qui a des budgets relativement importants, 75 milliards par an. J'oublie pas un point très important, c'est une armée qui a des missiles, qui a acheté des missiles aux Chinois, une centaine de missiles chinois qui peuvent tirer sans aucun problème en direction de l'Iran. Donc encore une fois, c'est un signe politique et un signe militaire. À mon avis, plus politique que militaire. Je pense que les Américains n'ont pas réellement besoin, mais ceci étant dit, c'est un renforcement extrêmement important pour les Américains d'avoir l'aide de l'Arabie Saoudite qui, au-delà de ça, a un rôle moral extrêmement important sur l'ensemble du Moyen-Orient. Mais l'Arabie Saoudite a déjà franchi un premier pas, si on comprend bien, dans son implication, en permettant aux États-Unis désormais d'utiliser ces installations. Oui, c'est la base du roi Fahd qui est extrêmement importante. Et pourquoi c'est important? Jusqu'à présent, les Américains n'avaient pas accès aux bases terrestres du Moyen-Orient. Ça, c'est des grandes bases, des bases énormes, des bases américaines colossales. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir y stocker des avions, des radars, des moyens antiaériens, des hommes probablement. Donc il y a toute une noria. Vous voyez la 82e Airborne, il n'est pas impensable qu'elle ait une période intermédiaire en attendant de se renforcer. Elle s'installe en Arabie Saoudite pendant quelques jours, elle se renforce et elle part de l'Arabie Saoudite. C'est pas impensable non plus. Il faut faire les pleins de carburant, etc., etc. Et puis, il y a un point particulier, rappelons-nous, il y avait 3 porte-avions, il y en a un qui a été rapatrié pour des questions d'usure générale. Donc, vous avez à peu près une soixantaine de F-35 à bord du porte-avions. Très concrètement, ces F-35 pourraient quitter la Méditerranée et s'installer progressivement, ou en tout cas s'installer, en Arabie Saoudite, et ce serait une force extrêmement importante, extrêmement proche, en gros, à 300-400 km de la zone. Donc, tout ça, on voit que on va vers une espèce de raffermissement du modèle américain et quelque part vers une opération militaire. Merci, formidable colonel Perdouillon. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez, vous, Jean-François Colossimo, à cette entrée dans la guerre de pays dont les dirigeants, visiblement, semblent à bout de patience? Oui, alors tout est toujours possible, mais ils sont surtout à bout de patience
parce que le parrain américain n'a pas montré du tout la qualité de sa protection. Et que le parrain américain les a amenés peut-être là où ils n'avaient pas envie d'aller, ces pays, principalement l'Arabie Saoudite et les Émirats. Il y a un véritable problème pour eux là-dessus. Ensuite, eux savent très bien, contrairement à nous, que, encore une fois, cette opposition entre Arabes et Perses est une opposition constitutive depuis 1400 ans de l'histoire de la région, n'est-ce pas, à travers la fameuse bataille de Qadesi au 7e siècle, où les cavaliers de Mahomet avaient écrasé les Perses. Et ça reste quelque chose de profondément ancré. Et cette hostilité Arabie Saoudite-Iran, on l'a vu ces 20-30 dernières années, là aussi, elle est constitutive de la région. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait, comme ça, peut-être que le prince bin Salman y pense, mais pourrait comme ça entrer dans une guerre à côté des États-Unis, ça veut dire aussi à côté d'Israël, contre, malgré tout, un autre peuple musulman, mais encore une fois, ce sont des Perses et des Chiites, et pas des Arabes et des Sunnites. Est-ce qu'il est sûr de maîtriser sa rue? Est-ce qu'il est sûr de maîtriser sa minorité chiite qui est au nord du pays? Est-ce qu'il est sûr de ne pas apparaître, vouloir briser, en fait, un islam politiquement engagé, celui de Téhéran, etc. Est-ce qu'il veut apparaître finalement comme le petit diablotin du grand et du petit Satan? C'est quand même comme ça que ça se pose dans la région. Et surtout, est-ce qu'il est sûr que son armée a la capacité véritablement d'entrer en guerre? Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette armée-là, surarmée, suréquipée, etc., au Yémen, elle n'a pas fait des démonstrations tout à fait extraordinaires de ses capacités militaires, n'est-ce pas? Ça c'est clair aussi. Donc, pour toutes ces raisons, maintenant, c'est sûr que, moi je pense qu'il y a plutôt autre chose qui est en train de se passer, c'est que l'un des effets les plus délétères pour Washington de l'entreprise récente de Donald Trump, c'est que je pense que tous les acteurs moyen-orientaux, demain, auront tendance à se dire comment est-ce qu'on imagine notre futur sans les États-Unis, parce que les États-Unis... Pas sûr. Hein? Pas sûr. Enfin, ouais, pardon, mais... Peut-être pas, mais en attendant, je pense que ça serait plus raisonnable que d'entrer en guerre maintenant, pour eux, à moyen terme et à long terme. Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Allez-y, Gwendoline. Et après, on prend dans la direction de Doha. Je fais rapidement, mais ça fait depuis 1979 que les pays du Golfe, ils entendent leurs voisins, l'Iran, chanter « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Résultat des comptes, il y a 4000 missiles et drones sur les pays du Golfe. Aujourd'hui, 800 à peu près sur Israël depuis le début de la guerre. Les pays du Golfe, ils sont dans un état de fureur contre les Iraniens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ravis que les États-Unis aient pris cette décision, mais aujourd'hui, je pense que pour tous les pays du Golfe et pour les années à venir, il n'y aura plus jamais de détente avec l'Iran et que la menace iranienne va rester au cœur de leurs préoccupations stratégiques. Je ne pense pas qu'il puisse se passer des Américains dans cette perspective-là, je veux dire, mais je crois qu'on sous-estime aussi un peu à quel point les pays du Golfe se sont réveillés, ont réalisé aussi que cet Iran avec lequel l'Arabie Saoudite aussi essayait d'avoir des relations détendues, diplomatiques, Oman n'en parlons pas, c'était les médiateurs, ils se sont pris des drones. Ces pays-là réalisent que l'Iran était en train d'emmagasiner des banques de cibles chez eux pendant qu'eux essaient de se détendre. Aujourd'hui, c'est fini, il y a une vraie rupture. Pour les années à venir, l'Iran sera l'ennemi des pays du Golfe. Je ne dis pas qu'ils sont ravis et que ce sera toujours facile avec les Américains, mais je ne pense pas qu'ils pourront s'en passer. Alors, juste pour répondre en une seconde, oui, tout ça, on peut le penser comme ça. On peut penser aussi que les pays du Golfe, qui sont quand même très faibles, tous, ont intériorisé la crainte de l'Iran et ont intériorisé l'ératisme des États-Unis. On peut penser ça aussi à partir des mêmes éléments que vous donnez. Alors on prend la direction de Doha comme prévu. Doha qui affirme d'ailleurs ces dernières heures que la guerre a provoqué un effondrement du système de sécurité dans le Golfe. Merci beaucoup d'être avec nous, Elisa Cléache. Vous êtes sur place avec Arthur Grolet. Elisa, je sais qu'on en parle régulièrement parce que ça fait un moment qu'on s'intéresse dans cette émission à l'entrée dans la guerre de pays du Golfe. Elisa, est-ce que l'entrée en guerre de l'Arabie Saoudite est une question de jours potentiellement? Si je vais au bout de la question, allez-y. Oui, en tout cas, c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Et d'ailleurs, depuis plusieurs jours, il semble qu'il y a eu un tournant lorsque la raffinerie de Yanbu a été touchée. C'était à l'ouest du pays et cette raffinerie, elle est extrêmement importante pour leurs exportations d'hydrocarbures par la mer Rouge, qui leur permet de ne pas passer par ce détroit d'Ormuz, qui, on le sait, est partiellement bloqué. Et depuis cela, eh bien, ils multiplient les indices d'une possible intervention militaire. Ils multiplient les indices d'abord parce qu'ils autorisent désormais les États-Unis à utiliser leur base aérienne de King Farad à l'ouest de leur pays, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et puis
également, ils multiplient les vidéos de propagande sur les réseaux sociaux de leur propre armée, une armée de plus de 200 000 hommes, qui est peut-être la plus grande armée ici de ces pays du Golfe, une armée qui s'est très nettement modernisée sous le règne de Mohamed Ben Salman. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite est l'un des plus grands apportateurs d'armement au monde. Pour autant, il faut rester très prudent. Il est peut-être plus probable que ce soit une menace, une forme de jeu de poker vis-à-vis de l'Iran et qu'il se réfugie plutôt derrière les négociations de Donald Trump. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite creuse un fossé diplomatique vis-à-vis de son voisin iranien, puisque le pays a déclaré persona non grata les attachés militaires et sécuritaires iraniens qui ont donc dû quitter l'Arabie Saoudite en moins de 24 heures. Merci infiniment. Elisa Cléache avec Arthur Grolet. Allez-y, Kétévan Gorgestani. Non, je pense que les pays du Golfe, certes, il y a cette animosité avec les Iraniens, mais ils se rendent aussi compte que c'est quand même en partie à cause des États-Unis qu'ils sont dans cette situation et qu'ils sont dans une situation de devenir eux-mêmes des cibles. Parce que c'est à cause de la présence et de leur alliance, notamment militaire avec les Américains, qu'ils sont devenus des cibles pour les Iraniens. Et ils ont quand même basé notamment l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, toute leur économie sur le fait que c'était un endroit safe, un endroit où il y avait la sécurité. Que l'on parle des influenceurs qui vont tous s'installer là-bas, que l'on parle de grands médias qui vont s'installer là-bas, que l'on parle de toutes ces compétitions sportives qui ont été soit reportées, soit annulées, alors que c'est aussi une partie de leur sorte de diplomatie sportive qui se joue là, qui ramène aussi beaucoup d'argent. Tout ça, c'est en train de partir. Combien de temps ça va mettre à revenir une fois, si à un moment cette guerre s'arrête? C'est un grand manque à gagner. Il n'y a pas que la question du détroit d'Ormuz et du pétrole et tout ça. Il y a toute cette image de Moyen-Orient sécurisé et agréable à vivre dans les pays du Golfe qui en a pris un sacré coup, et en partie à cause de la décision des États-Unis. Il faut absolument qu'on prenne le temps, et vous en serez d'accord, j'en suis certaine, de parler du Liban. De parler de Tsahal qui accélère son opération terrestre. Alors que les combats sont acharnés entre Tsahal et le Hezbollah, 2 morts, 5 autres blessés dans un raid israélien, par exemple contre un village au sud-est de Beyrouth, l'armée israélienne dit vouloir s'emparer d'une zone dans le sud du Liban, courant de la frontière jusqu'au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord, pour assurer, dit notamment le ministre de la Défense israélien, pour assurer sa sécurité. Xavier de Giacomoni, merci beaucoup d'être avec nous, avec Morgan Pope. Vous êtes à Beyrouth. Xavier, les forces israéliennes manœuvrent déjà à l'intérieur du territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense avancée. C'est ce que disent les autorités israéliennes. Des ponts au-dessus du fleuve Litani ont même été déjà détruits. Racontez-nous ce qui se passe déjà, ce qui est déjà en cours. Oui, l'essentiel des ponts sur le Litani, c'est ce fleuve qui est à 40-50 km de la frontière israélienne, ont été bombardés par les forces de Tsahal. Il reste un pont sur la route côtière, et puis plus à l'intérieur des terres, en se dirigeant, si vous voulez, vers l'est, vers le début de la plaine de la Beka. Mais les ponts principaux ont été coupés, sont inopérants, à la fois pour les civils, évidemment, libanais, qui voudraient faire des allers-retours dans cette zone. Beaucoup sont partis, se sont réfugiés notamment ici à Beyrouth, mais aussi pour les combattants du Hezbollah, pour amener leur armement, leur matériel, et c'est bien évidemment l'intention des Israéliens d'empêcher le Hezbollah de manœuvrer dans cette zone que Israël voudrait occuper le temps de se mettre à l'abri. En fait, il voudrait faire une zone tampon pour éviter les tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Vous le disiez, les combats sont d'ores et déjà acharnés. Les troupes israéliennes, plusieurs brigades sont entrées sur le territoire libanais de quelques kilomètres. C'est encore vraiment dans le sud, tout sud du Liban, le long de la frontière avec Israël, mais tout de même, on a déjà des chars Merkava qui ont été touchés par les forces du Hezbollah, et puis il y a déjà des morts, au moins du côté du Hezbollah. Les combats se déroulent notamment sur la ville côtière qu'on connaît bien, Nakoura, puisque c'est le siège de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, et puis plus à l'intérieur des terres. Alors, pour les centaines de milliers de personnes qui ont quitté cette région, évidemment, y revenir va être extrêmement difficile. C'est maintenant une zone de guerre, une zone extrêmement dangereuse. Et de toute façon, les Israéliens ont prévenu les civils, quitter tous cette zone. Elle va devenir impossible pour les civils, les familles dans leur maison.
Des dizaines de milliers d'habitants qui se retrouvent pris au piège. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni, merci à Morgan Pope qui est avec vous. Et à l'instant même, on apprend un mort dans le nord d'Israël à cause de tirs du Hezbollah. Ce n'est qu'un début. Jean-François Colosimo, ce n'est qu'un début. Israël dans le sud du Liban. Moi, il me semble que c'est plutôt la conclusion d'un cycle qui participe de la restitution du Sinaï pour avoir une zone tampon avec l'Égypte, c'était il y a longtemps, mais 2, avec la zone tampon établie dans le bas du Golan avec la Syrie, et 3, désormais, avec cette zone toujours disputée jusqu'au fleuve Litanie, et que c'est l'idée pour Israël, simplement pour avoir le silence à ses frontières, la paix, il faut que la frontière recule et qu'il y ait des sortes de limes, n'est-ce pas, d'espaces qui deviennent des espaces, je dirais, de protection, de mise à distance de l'ennemi, en l'occurrence arabe, égyptien, syrien, libanais, que ce soit le Hezbollah ou d'autres, n'est-ce pas? Et qu'il y a cette idée-là, qui n'est pas forcément une volonté d'annexion, mais une volonté de, je dirais, border, de bordure, de bordure, de manière à avoir une sorte, le colonel expliquera mieux que moi, une espèce de champ de profondeur qui permet de tenir l'ennemi à distance. Et que cette question du fleuve Litanie, c'est une question qui existe là depuis 50 ans, donc elle n'a rien de neuf. Mais je pense que là, Israël est véritablement, depuis le 7 octobre, dans la conviction qu'il faut une fois pour toutes avancer, régler les choses, désarmer l'Iran, désarmer le Hezbollah, etc., que c'est maintenant ou jamais, et que si Israël veut avoir peut-être 50 ans de paix en face de lui, Israël doit véritablement agir de manière décisive, sans tenir trop compte, je dirais, de l'opinion, par exemple, des Européens, et en, je dirais, forçant un peu la main des Américains, ce qui, avec Trump à la Maison-Blanche, n'est pas si difficile au fond. Voilà. Et que c'est cette lutte, en fait, à laquelle on assiste. Et dans cette lutte-là, effectivement, le Liban, qui a tant de mal à exister depuis 1975 et depuis la guerre civile provoquée par l'afflux des Palestiniens, il faut quand même le rappeler, donc que là, tout simplement, le Liban compte aux yeux des Israéliens très très peu, d'autant plus que ce Liban-là a été incapable de désarmer le Hezbollah. Donc on en est là, et c'est la situation. Alors, dans cette période, les mots comptent triple. Est-ce qu'on peut parler d'invasion terrestre des Israéliens au Liban? C'est une opération terrestre. En tout cas, il y a 4 divisions. Ils avaient gardé... Invasion? Ils rentrent sur le territoire libanais, oui. Enfin, a priori, là, ils vont avancer jusqu'au fleuve Litanie. Normalement, ils avaient des points en fait au Liban depuis l'accord de 2024. À partir du moment où le Hezbollah a tiré sur Israël, forcé par l'Iran, par ailleurs, c'est vraiment des gardiens de la révolution qui ont pris la décision, qui ont obligé le Hezbollah à y aller. À partir de ce moment-là, pour les Israéliens, ça a été clair. Très vite, les généraux israéliens ont dit « Ok, cette fois-ci, c'est fini. On va en finir avec le Hezbollah. » Alors, sur les frontières... Enfin, effectivement, les Européens leur disent « Non, mais attendez, vous ne pouvez pas envahir une immense zone du Liban, la garder, rester on ne sait pas combien de temps par ailleurs. » Mais les Israéliens sont ultra déterminés sur ce point. Pour eux, c'est le moment ou jamais. Et c'est, de leur point de vue, le moment pour en finir avec le Hezbollah. Est-ce que ça marchera ? C'est très compliqué à dire, mais ils en sont convaincus. Ça peut aller au-delà du fleuve Litanie ? Est-ce que ce n'est qu'une première étape ? D'abord, ça ne va pas être simple jusqu'au fleuve Litanie. J'étais dans le nord il y a quelques jours. C'est quand même assez actif. Il y a des combattants du Hezbollah qui reviennent dans des villages qui avaient été complètement rasés déjà en 2024 et collés à la frontière. Il y a pas mal de drones qui sont lancés. Par ailleurs, le Hezbollah est capable aujourd'hui de tirer des roquettes sur le nord d'Israël, vraiment depuis le sud. Donc, je ne suis pas sûre non plus que ce soit une partie de plaisir d'aller jusqu'au fleuve Litanie. Donc ça, on verra. Et puis par ailleurs, là où l'état-major israélien est assez clair, c'est que pour l'instant, la priorité, ça reste l'Iran. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ne vont pas concentrer tous leurs moyens sur une opération terrestre pour aller au-delà du Litanie, pour aller à Beyrouth, dans la Beka ou je ne sais où, tant que l'affaire iranienne n'est pas réglée. Oui, colonel. Vous savez, c'est une très bonne idée tactique
comme vous le disiez fort justement à l'instant, et à mon avis, une mauvaise idée politique. Le problème, c'est qu'ils l'ont déjà fait, ça n'a pas très bien marché. Malheureusement, je pense qu'ils sont capables d'y aller, ils savent combattre. Je connais un peu la région, je sais qu'un exemple, c'est une région qui est truffée de grottes, de caches, etc., avec des tonnes de munitions, d'armements, etc. Donc, si vous voulez, c'est Gaza à la campagne, quelque part. D'où l'idée, d'ailleurs, qui est plutôt tactiquement bonne, de couper les ponts, sauf un. En coupant les ponts, ils vont compartimenter cette zone sud du Litanie qui deviendra inaccessible, théoriquement, à partir du nord. Parce qu'il faut bien franchir, parce que c'est assez vallonné. On le voit bien. Sur le film, c'est vallonné, c'est de la campagne. Donc, en fait, c'est une guerre à l'ancienne. Donc, tactiquement, c'est plutôt une bonne idée. Ça, c'est les stratèges qui parlent. Politiquement parlant, est-ce qu'ils vont pouvoir résister ou pas ? On voit bien que tout le système va s'animer pour forcer les Français particulièrement, qui sont les protecteurs théoriques du Liban. On est extrêmement actifs dans ce domaine-là, donc on va tracasser les Israéliens jusqu'au bout pour qu'ils sortent de cette zone. Ketevan Khorjestani, ancienne correspondante à Washington, avec l'assentiment à 100% de Donald Trump, même avec Donald Trump aux côtés des Israéliens dans cette entreprise au sud Liban ? Alors, je pense que pour le coup, le Liban n'est pas trop sur le radar de Donald Trump, en tout cas. Mais est-ce que c'est, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, mais donnant, vous nous aidez nous, on va vous aider au Liban. Encore une fois, je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, mais j'ai vraiment l'impression que pour Donald Trump et pour les Américains, le Liban et l'Iran, c'est deux choses complètement séparées, et les Américains sont focalisés sur l'Iran. Et il y a un peu cette idée que Israël fait ce qu'il veut au Liban. Je ne pense pas que les Américains vont aller demain dire à Israël « arrêtez-vous au Liban ». Je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est pas leur priorité du tout. Mais je crois que ce qui est important dans ce qu'a dit Gwendoline, c'est cette idée que je partage sur les Israéliens, une fois pour toutes. Les Américains, c'est aussi une fois pour toutes. En finir avec cet Iran qui, depuis 1979, je veux dire, les a foutus dehors, les a malmenés, une fois pour toutes. Le Liban, depuis 1975, une fois pour toutes. Mais moi, je crains fort qu'en Orient, il n'y ait jamais deux fois pour toutes. Voilà. Ce sera la conclusion de cette émission, mais donc quelque chose me dit que nous nous donnons rendez-vous bientôt pour continuer justement d'en parler. Merci infiniment Jean-François Colosimo, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Ketevan Khorjestani, j'ai été ravie. Gwendoline de Bono, à totale admiration pour votre travail, merci beaucoup. Et merci beaucoup colonel Père de Jong, vous êtes toujours meilleur chaque jour devant ce grand tableau. Merci à vous de nous regarder bien sûr. Vous pouvez nous écouter, le podcast, n'oubliez pas, là c'est mon moment QR code, regardez, il s'affiche en bas de l'écran. Vous scannez, vous flashez, vous nous retrouvez en marchant, en mangeant, en faisant tout ce que vous voulez.